Bonjour à toutes et à tous et rebonjour à ceux qui étaient ce matin en direct déjà avec nous. On se retrouve pour cette deuxième table ronde sur le stand de l'OPP BTP en ce Batimat 2024 et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. Ce sont les impacts des changements climatiques sur la santé et sécurité au travail. Alors ça concerne tout le monde, ça concerne particulièrement les travailleurs du BTP. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'accueille Xavier Julien. Vous êtes directeur prévention de NGE. Bonjour. Bonjour. Et Mohamed Trabelsi, qui est notre expert sur le sujet, responsable de domaine à l'OPP BTP et qui va pouvoir nous décrypter tout ça. Alors, je vais commencer par vous, Mohamed. Quand on parle d'impact du changement climatique sur la santé et sécurité des travailleurs dans le BTP, de quoi parle-t-on exactement ? Merci Isabelle. Bien évidemment, en fait, l'impact et la préoccupation majeure, en tout cas pour nous, pour le changement climatique, c'est les conséquences et les impacts majeurs qu'on pourrait avoir sur la santé et la sécurité au travail. Aujourd'hui, l'état de l'art, les publications scientifiques, comme il y a pas mal d'instituts de recherche comme l'IRSST à Montréal ou l'ANSES en France, il y a aussi l'INRS qui travaille sur le sujet, ont pu mettre en exergue 5 impacts majeurs en lien avec le changement climatique. Il y a tout ce qui est les fortes chaleurs, des vagues de forte chaleur, des canicules. On y reviendra plus précisément après. Tout à fait. Il y a la pollution de l'air, il y a les rayonnements UV, et il y a aussi les événements météo extrêmes, donc qu'on va détailler rapidement tout à l'heure. Les maladies vectorielles transmissibles. On va aborder peut-être rapidement les autres impacts, mais vraiment très brièvement. C'est que par exemple pour les effets, le constat aujourd'hui, l'effet ou les événements météo extrêmes aujourd'hui, on constate par région ou par pays, il y a beaucoup plus d'inondations, de sécheresse, d'orages aussi intenses, ce qui a un impact aussi sur la structure en elle-même, sur le bâti. Et il y a aussi des conséquences en termes d'intervention en cas d'urgence. Donc on voit dès qu'il y a une inondation, on n'a plus d'électricité, il faut intervenir dans des conditions spécifiques pour remettre le réseau. Donc c'est des salariés aussi qui font cet énorme travail. Sur la pollution de l'air, sur des rapports ou des études, notamment avec le GIEC qui a mis le doigt dessus, c'est qu'il y a un lien entre le changement climatique en termes des modifications fréquentes sur la météo, le vent, la pluie. En fait, il y a plusieurs effets météo qui ont un impact sur la qualité de l'air et donc l'air est de plus en plus pollué. Et ça a un impact aussi en termes de santé sur des maladies respiratoires. Pour les gens qui travaillent en extérieur notamment. Tout à fait, et des maladies aussi cardiovasculaires. Le troisième impact rapidement sur tout ce qui est maladies vectorielles, vectoriellement transmissibles, c'est tout ce qui est en rapport avec l'ANSES a publié récemment sur le sujet, avec notamment le lien avec les fortes chaleurs. Donc on voit l'augmentation de température engendre un impact sur la répartition géographique des insectes. Avec les moustiques, avec les tiques notamment. Donc c'est un vecteur de transmission de maladies aussi. Donc c'est un impact et un lien étroit lié au changement climatique. Avant d'aller aux fortes chaleurs, il y a les rayonnements ultraviolets, oui. Donc fortement liés aussi. Donc c'est une des conséquences aujourd'hui. C'est un lien aussi, avec la dégradation de la couche d'ozone. Vous savez, avec le changement climatique, donc la couche elle filtre un peu moins, ce qui fait qu'il y a plus d'ultraviolets qui pénètrent dans notre espace. Ça a un impact sur, notamment, et le plus connu, sur la peau. Donc, ce qui permet de protéger le corps et si on trouve en fait un nombre de plus en plus important, si on reste sur les chiffres, selon l'Institut national du cancer, il y a 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau tous les ans. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, c'est reconnu comme maladie professionnelle et il recense 5000 cas par an en Allemagne. Chez les salariés du BTP. Chez les salariés, c'est considéré comme une maladie professionnelle, tout à fait. C'est la première maladie en Allemagne. D'accord. C'est la première maladie dans le secteur de la construction. Et le dernier phénomène, on en a parlé, c'est les fortes chaleurs. Donc les impacts sont un peu... j'ai fait le choix de vous parler de l'impact direct et indirect. Direct, c'est très connu, donc on arrive à 39-40 degrés, température centrale du corps, épuisement, fatigue, jusqu'au coup de chaleur, malaise par coup de chaleur, donc où le corps n'arrive plus à résister par rapport à ces températures extrêmes. Et il y a les effets indirects qui sont liés par le confort thermique ou l'inconfort thermique qui fait qu'on est moins vigilant par rapport au risque, on est plus exposé, on est moins concentré. Quand c'est fait chaud,
la même chose quand il fait très froid aussi. Donc il y a un impact sur la capacité cognitive, donc on est moins concentré sur notre tâche, ce qui fait qu'il y a un lien direct sur la performance, sur la qualité de notre travail. Donc c'est deux types d'effets, direct et indirect, sur les forces de chaleur. Et sur la sécurité, puisque du coup, si on est moins vigilant, on peut... Tout à fait, c'est là où un risque accru d'accident. Tout à fait. D'accord. Il y a un chiffre très parlant là-dessus, c'est qu'une publication avec... une publication qui était recensée, en fait, j'ai identifié à l'IRSST à Montréal, elle a pu montrer que les températures entre 17 et 29 et 23 degrés, c'est la température minimale pour avoir une meilleure performance. D'accord. Donc, oui. Trop loin en bas ou en haut, ça va moins bien. Ça va moins bien, il y a un impact sur la performance notamment. Donc voilà les deux types d'impact par rapport aux fortes chaleurs. Mais heureusement, des solutions existent. Bon, les entreprises, alors vous qui nous regardez, évidemment, beaucoup d'entreprises, tout le monde est concerné, hein, enfin toutes les entreprises du BTP sont concernées. Ça tombe bien, on a une entreprise qui est venue témoigner, donc Xavier Julien, je rappelle, vous êtes directeur prévention NGE. Comment vous abordez ce sujet-là, vous, au sein de votre entreprise? Alors, déjà, je vais répéter, n'importe qui dans le public se rend compte que c'est pas grave, c'est pas très nouveau qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. En fait, depuis des années, il fait froid en hiver, il fait chaud en été. On n'a pas attendu qu'on parle de changement climatique pour mettre en place un certain nombre de mesures dans la profession et dans l'entreprise en particulier. Aujourd'hui, ce qui est vraiment nouveau, c'est l'intensité, puisqu'il fait beaucoup plus chaud que ce que ça pouvait être avant. Et puis surtout la durée des périodes pendant lesquelles il fait chaud. Oui. Donc ça c'est vraiment nouveau. On a donc un épuisement des personnes qui est beaucoup plus important et qui demande donc de l'anticiper beaucoup plus qu'avant parce que c'est des périodes qui durent et qui contraignent les chantiers à s'organiser autrement. Donc on le traite comme un risque. Il n'y a rien de nouveau sur la façon d'aborder le problème. On le traite comme un risque dans nos documents uniques d'évaluation des risques. On l'anticipe, on a des plans d'action qu'on adapte chaque année, que l'on décline chaque année. Parmi les plans d'action, donc des choses relativement simples comme l'aménagement des horaires, donc soit décalé pour commencer plus tôt le matin, voire même, et c'était une première cette année, on a même décidé de faire un chantier de nuit sans que ce soit imposé par le client ou sans qu'on nous le demande. C'était une décision qui a été prise entre collaborateurs, direction, de travailler de nuit plutôt que de jour. On a également la possibilité de mettre en place des zones ombragées où les gens peuvent aller régulièrement se mettre à l'ombre, redescendre en température, qui sont aérées, ventilées. Et puis la mise à disposition aussi de boissons. Alors là aussi c'est toute l'année, particulièrement vrai l'été. Alors pas forcément très froid mais au moins tempéré. Et puis la fourniture de gourdes à quasiment l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils puissent boire en permanence au fil de la journée et retourner les remplir si besoin. Voilà, donc il n'y a pas de limite de quantité. Donc il y a des solutions très très simples sur le plan collectif. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, ce sont des solutions qui sont finalement assez logiques. Question d'organisation. Sur l'organisation des chantiers, décaler les horaires notamment, oui. Ça demande aussi anticipation peut-être quand on est en milieu urbain avec les collectivités. C'est pas toujours possible parce que les riverains, le bruit n'est pas forcément compatible selon où on se trouve. C'est plus simple au milieu de la forêt qu'en plein centre-ville. Néanmoins, on arrive à trouver des solutions, à essayer d'aménager, quitte à réduire les temps de travail. En tout cas, on adapte le travail dans l'intérêt de tout le monde. En fait, il y a beaucoup de bon sens sur la façon de gérer le risque climatique. D'accord. Mohamed, sur ces questions-là, sur la question donc collective, déjà l'organisation des chantiers, donc il y a un vrai sujet qui n'est pas forcément anticipé parce que comme c'est quelque chose, comme vous le disiez, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus fréquent, ça devient c'est donc de moins en moins exceptionnel. Donc c'est quelque chose que les entreprises doivent anticiper de plus en plus dans leur organisation. Est-ce qu'elles en sont conscientes, ces entreprises? Alors, je rejoins parfaitement ce que vient d'expliquer Xavier.
La conscience, nous, ce qu'on a constaté depuis maintenant les 2-3 dernières années, c'est qu'on a beaucoup plus de demandes ou d'une volonté de mettre à jour les documents uniques d'évaluation des risques, notamment pour intégrer les risques aux fortes chaleurs dans le document unique, bien évidemment accompagné d'un plan d'action adapté. Donc rien que ce constat montre que les entreprises sont un peu plus vigilantes, prennent à bras le corps en fait ce risque-là. Ils disent ah tiens, il faut peut-être pas que je me réveille fin juin pour dire il y a l'été qui arrive et je risque d'avoir une rupture de stock des fontaines d'eau ou tel équipement. Bien anticiper en amont, l'intégrer, et une meilleure anticipation, elle passe d'abord par d'identifier, analyser le risque, identifier dans le document unique, mettre en place un plan d'action. Et c'est ça qui fait que ça soit intégré. Et ce n'est pas une gestion de crise. Oui, c'est pas en mode crise pour dire ah mince. Ça l'a été, parce voilà, que ça l'a été. C'était beaucoup plus exceptionnel. Donc pour on était l'été, encore, mais là c'est terminé. Ouais. Là on est passé vraiment dans quelque chose de presque structurel. Donc Oui. on parlait de l'eau, hein, la fourniture de l'eau, Oui. ça c'est un élément très important aussi. Vous avez fourni des gourdes, vous le disiez, Oui. à vos salariés, Oui. donc ça c'est aussi quelque chose qui est préconisé. Sur la question des bouteilles d'eau, parce que je sais que j'anticipe, il y aura peut-être des questions voilà. sur les bouteilles d'eau. Alors, je ne m'occupe pas d'environnement, mes collègues s'en occupent Voilà. à côté. Donc effectivement, il y a une chasse au plastique. Il existe aujourd'hui des solutions simples pour mettre en place des gourdes avec des contenances différentes, adaptées au chantier, adaptées avec des gourdes qui peuvent faire 1 litre pour des salariés qui partent en déplacement ou ils partent avec plusieurs gourdes, et puis d'autres plus petites qui peuvent être remplies toute la journée. Donc il y a des solutions simples. Il y a des solutions qui existent. Pour les 3 litres. Il y a une d'eau réglementation, on peut rappeler, c'est toujours utile de rappeler la 3 litres d'eau réglementation. fraîche par salarié par jour. Ça c'est le 3 litres minimum. d'eau fraîche, voilà, minimum. c'est le C'est le minimum, minimum réglementaire. le minimum qu'on puisse faire. On a parlé tout à l'heure, Mohamed, vous parliez du risque. Alors on est lié quand même aux fortes chaleurs, le risque UV, les rayons. Parce que bon, aujourd'hui, clairement, l'habillement sert, quand il fait très chaud, on a eu tendance avant à mettre des manches courtes, des shorts. Bon voilà, ça, c'est terminé, on l'espère, on évite. Mais la question des manches, elle est là aussi, mais elle n'est pas tellement que pour la chaleur, elle est aussi beaucoup pour les UV finalement. Tout à fait. Qui est sous-estimé aussi. C'est un risque. On en parlait, le nombre de cas. On en parlait. Qui dit risque dit, bon, selon le principe du non-prévention, les EPI c'est le dernier recours. Hein. C'est qu'on a fait le tour de toutes les autres mesures préventionnelles de prévention organisationnelle et collective. Et il y a les EPI. Donc en face d'un risque, il y a un EPI. Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes par rapport au risque qui concerne. Et s'il revendique une protection UV, on a tout ce qu'il faut. Il y a les normes, il y a un pictogramme aussi qui doit être présent sur le vêtement pour revendiquer la protection aujourd'hui. Et c'est ça qui permet, avec des indices différents, 30, 40, 50, qui permettent de garantir que l'équipement ou le vêtement porté, qui peut être des accessoires aussi, il y a des casquettes ou des sahariennes ou des accessoires au casque. Des accessoires rafraîchissants aussi. Oui. Donc, à partir du moment où il est conforme aux normes UV, il revendique une protection, c'est ça qui garantit, bien évidemment la protection contre les rayonnements ultraviolets. D'accord. Alors j'ai une question en ligne, on a une personne qui nous connaît. Alors évidemment une question réglementation, parce qu'on le sait, voilà. La question c'est, est-ce que la réglementation sur ce sujet va évoluer? On parle de code du travail, est-ce que on a parlé de la réglementation sur l'eau, notamment les obligations de l'employeur. Est-ce que la réglementation va être amenée à évoluer? Alors vous n'êtes pas devin, vous ne faites pas partie du gouvernement jusqu'à preuve du contraire, ni des décideurs politiques, mais est-ce que ça va être amené à évoluer si vraiment, dans les années qui viennent, ça va même ce phénomène s'amplifier? Alors tout récemment, elle a évolué pour répondre à cette problématique-là. Tout récemment, il y a eu ce qu'on appelle chômage technique par raison de forte chaleur et qui aujourd'hui s'est pris en compte. Donc pour des raisons de forte chaleur, de canicule, on peut arrêter l'activité. C'est récent. Donc, Alors, on pouvait déjà. La petite caisse précision. On ne parlerait pas d'intempéries. forcément de ce Non, sujet-là, alors, mais on peut en parler on quand peut même. le préciser rapidement, mais Pour répondre à la question. il existe la caisse d'intempéries qui gère donc les intempéries et la prise en charge, qui est une caisse qui se substitue pour prendre en charge les salaires et qui avant avait des critères de déclenchement pour le froid et pour certains critères météo et qui depuis récemment prend en compte également le risque canicule, le risque chaleur. D'accord. Alors on est plus dans la. On est plus dans sur la un volet RH de gestion. On n'est Tout à pas fait. sur de la prévention On du n'est pas risque. sur de la prévention, sur, mais on peut imaginer, oui, que la réglementation évolue. Voilà. Moi, En tout cas, si c'était une contrainte d'être obligé d'arrêter, il y a des moyens de prendre en Pour le charge les faire. arrêts. Tout à fait.
Moi j'avais une question sur, bon nous en France on est concernés, mais il y a des pays, ça fait des années, qui sont concernés par des vagues de chaleur, ou juste parce qu'ils sont situés sous des latitudes où il fait très chaud. Chez eux on n'a pas attendu ça pour s'organiser. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à prendre dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu entendre ou voir qui seraient intéressantes à adopter en France? Ce qu'on a pu identifier, après Xavier pourra je vous laisse chacun répondre à pourra cette réagir question. bien sûr et apporter des précisions. Sur notre guide, donc on en abordera après en fait les outils, notre guide sur les fortes chaleurs a mis en exergue certaines bonnes pratiques, aussi à la demande de notre direction, en partenariat avec Eurogip qui a fait un travail aussi de benchmark réglementaire pour aller voir sur certains pays comment ils gèrent en fait cette problématique-là. Il y a plusieurs bonnes pratiques à mon sens. Il y a par exemple ceux qui ont réglementé clairement à partir de tel niveau de température et de WBGT. C'est un indicateur sur l'humidité et la température. Parce qu'on avait aussi on a échangé tout à l'heure sur la température sèche et humide et la différence. Un simple thermomètre sur la température sans prendre en compte l'humidité, ça réduit un peu la visibilité qu'on pourrait avoir. Donc il y a certains pays comme de mémoire les Belges, les Espagnols, qui ont fixé un niveau, un seuil. Et à partir de ce seuil-là, on arrête l'activité. D'accord. Il y en a que c'est un travail qu'on est en train de faire aussi sur. On est parti voir en fait certains pays comme Moyen-Orient, l'Asie, Canada, pour voir un peu ils utilisaient quoi comme équipement rafraîchissant, solution rafraîchissante. Donc avec un benchmark, avec plusieurs solutions. Et si ça marche chez eux, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous, nous donner un peu de la visibilité. Le rapport est en cours d'être finalisé avec nos collègues sur le sujet pour qu'il soit partagé avec la branche très rapidement. Il y a une veille innovation importante à faire et je pense... Vous en faites aussi chez vous, du coup, vous regardez un petit peu ce qui se pratique à l'étranger? Également, on a des implantations dans différents pays d'Afrique ou d'Amérique latine, où on a également des vagues de chaleur et les mêmes problématiques, et avec des solutions qui sont relativement proches de celles que l'on peut mettre en place en France, sur les tenues, sur les sahariennes, sur l'eau, sur les zones ombragées, etc. En fait, on retrouve les mêmes pratiques qui sont en place sur des périodes plus longues et qui fonctionnent également. Donc il n'y a pas de choses spectaculaires et les pratiques fonctionnent, y compris dans des endroits beaucoup plus chauds que chez nous. Merci pour cette réponse très claire. Alors, on a parlé un petit peu des outils, on va peut-être parler justement de ce qu'on propose aux entreprises, parce que l'OPP-BTP travaille beaucoup sur ce sujet, Mohamed travaille beaucoup sur ce sujet, donc on peut retrouver pas mal de choses dans la documentation. Un petit mot là-dessus. On a surtout donc, notre boîte à outils, donc je vous invite tous à aller la voir. Sur le site préventionbtp.fr. BTP, une boîte à outils dédiée aux fortes chaleurs et aux canicules. Donc dedans, il y a notre guide forte chaleur, donc il résume un peu, il rappelle tout ce que vient d'expliquer Xavier d'une façon un peu concrète sur toutes les mesures de prévention organisationnelle, collective et individuelle pour faire face aux fortes chaleurs. Il y a des vidéos aussi de sensibilisation, il y a des liens vers des affiches qui regroupent en fait dans cette boîte outils certains éléments. On a parlé d'innovation, on a fait l'exercice avec notre accélérateur santé-sécurité, santé-prévention. Et on a identifié une start-up japonaise qui fait des bracelets de forte chaleur, détection de forte chaleur. On a fait un protocole de test pour pouvoir un peu Donc c'est un bracelet en 2 mots qui permet de détecter si la personne qui le porte est victime d'un coup de chaleur en fait. C'est ça. Elle va l'anticiper. NGE fait partie de ceux des testeurs et effectivement elle donne une alerte, elle anticipe l'alerte. Tout à fait. Donc le rapport il est disponible aussi sur notre site pour donner une idée sur son fonctionnement et quels sont les points de vigilance. On reste sur un outil d'assistance, d'aide. Ce n'est pas l'outil miracle qui va nous équiper en plein. Bien sûr, mais ça permet de donner déjà des pistes d'action, de prévention. Et la meilleure pratique, il y a quand même, je répète, beaucoup de bon sens. C'est déjà de ne pas laisser travailler les gens seuls. Alors, seul au sens code du travail, on ne doit jamais être seul, mais d'inciter les collaborateurs à les surveiller les uns les autres, en fait à identifier, à les sensibiliser sur les premiers signes de défaillance, de malaise, de désorientation, de tout ce qui peut montrer qu'il y a un problème. Et donc ça,
c'est des messages que l'on repasse régulièrement en disant surveillez-vous. Et, ce qui est valable en prévention sur de façon générale, mais en particulier sur la chaleur. Tout à fait. Ce qu'on a pu observer lors de l'expérimentation sur ce bracelet, c'est que dans certains cas, le salarié n'est pas attentif ou il ne fait pas attention à l'alarme parce qu'elle déclenche une alarme sonore et lumineuse avec une LED. Et c'est son collègue en face qui lui dit hey, ton bracelet il vibre et il sonne, tu dois faire quelque chose, prends une pause, boire de l'eau. Et c'est vrai que la vigilance partagée, elle est intéressante là-dessus. Voilà, merci beaucoup Mohamed. Donc on rappelle préventionbtp.fr, je le dis à chaque fois parce que finalement c'est la mine d'informations. Donc vous pouvez retrouver la boîte à outils sur les fortes chaleurs où vous pourrez télécharger gratuitement le guide canicule. Voilà, si vous êtes sur Batimat ou si vous avez prévu de passer sur Batimat, vous pourrez aller expérimenter, on a découvert ça, à l'extérieur du pavillon 1, il y a un camion qui vous permet de vous immerger pendant 30 minutes dans une température à 50 degrés pour voir ce que ça va donner dans quelques années. Donc Mohamed a promis qu'il allait le faire, on le fera revenir pour témoigner. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. C'est des sujets absolument incontournables aujourd'hui. Donc, merci d'être venus témoigner et donner un peu de votre expertise. Moi, je vous remercie aussi de nous avoir suivis, que vous nous ayez suivis en direct. Et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres plateaux télévisés en direct de Batimat. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.